Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 1 de système politique et administratif en Belgique. Aujourd'hui, on va notamment parler de Benoît Rioux, mais également des clivages et partis en Belgique. Point 1. Première partie, Benoît Rioux. Point 1. Introduction. 1.1. Le double paradoxe belge. On observe un double paradoxe. Point 1. Les citoyens belges ont une opinion plutôt négative du système politique. Mais à l'étranger, commentateurs, journalistes et politologues ont une image assez positive du système belge. Il fait souvent référence à un modèle belge. La Malaisie, par exemple, a essayé de s'inspirer du modèle belge pour régler ces tensions intercommunautaires, malais, chinois et indiens. Point 2. Les citoyens belges ont le sentiment que le système est peu performant en termes d'outputs, alors qu'en regardant les classements internationaux, il apparaît que la Belgique est dans le top 15 ou 20 des systèmes les plus performants. Les raisons de ces appréciations négatives, premièrement, la complexité du système, les gens ne comprennent pas et donc ils le dénigrent. Mais il y a aussi la lenteur de la prise de décision, c'est un autre élément de compréhension de la dépréciation du système belge. Pour comprendre pourquoi le système belge est performant mais mal perçu, il faut s'intéresser aux clivages, Lipset et Rocane. 1.2. L'approche par les clivages. La vie politique d'un pays peut être approchée de plusieurs manières. Dirigeants, culture politique, institutions, préférences de la population, héritage historique, etc. Depuis l'œuvre séminale de Lipset et Rocane, c'est l'approche par les principaux clivages de la société qui prédomine. Définition. Un clivage est une opposition structurelle d'idéologies et de groupes sociaux dont le conflit, s'il n'est pas réglé, peut mettre en cause l'avenir du régime politique. Ces clivages ne sont donc pas un simple conflit ou un désaccord et représentent bien un danger potentiel pour le système. Toutefois, entre autres effets, ils structurent le système des partis et l'offre politique. L'intérêt du cas belge est qu'il s'agit d'un système de clivage complexe. Il y en a 3 qui sont effectifs ou activés à titre principal en Belgique. Le premier, socio-économique ou gauche-droite, possédant, travailleur. Le religieux, église, État, et le communautaire, centre, périphérie. Remarque. C'est au sein de ce troisième clivage centre-périphérie que le mouvement nationaliste flamand conteste le primo-État unitaire belge francisé, des élites sociales et politiques francophones, pour faire reconnaître les droits de la Flandre. À ce mouvement s'est associé pendant un temps, mais nettement plus tard, années 1960 à 1970 surtout, celui des francophones et des wallons, qui lui aussi a réclamé une réforme de l'État pour se protéger de l'emprise flamande sur Bruxelles et aussi pour trouver des solutions économiques spécifiques à la crise économique de la Wallonie. Avec l'instauration du fédéralisme qui a contenté les francophones mais pas les nationalistes flamands plus radicaux, ce clivage a opposé d'une manière plus frontale les francophones, défenseurs du nouveau centre fédéral, et les flamands. Récemment, des auteurs comme André-Paul Frognier ont proposé de compléter le modèle de Lipset et Rocane, en y introduisant une troisième révolution et de nouveaux clivages autour des thèmes comme ceux de l'écologie et de l'immigration, qui activeraient de nouveaux clivages. 1.3. Clivage et modération des conflits. Un autre paradoxe du cas belge est qu'il s'agit d'une société très pacifique, mais très conflictuelle. Heureusement pour le pays, en termes de paix sociétale, de niveau de la violence, la Belgique a connu également des mécanismes freinant les conflits, mais dont le rôle va en s'atténuant. Si le système n'a pas implosé, c'est d'abord grâce au mécanisme d'entrecroisement des clivages, ou autrement dit cross-cutting cleavages. Définition. Mécanisme d'entrecroisement des clivages. Les clivages se freinent, se neutralisent mutuellement, du fait de la présence parmi les camps opposés de catégories associées sur d'autres clivages. Le fédéralisme, avec la séparation au moins partielle de sous-systèmes politiques et partisans, différents au N et au S du pays, a cependant réduit cet effet pour les conflits entre les Flamands et les francophones. 1.4. La pilarisation et le consociativisme. En second lieu, la Belgique a connu un important phénomène de pilarisation, surtout chez les catholiques et les socialistes, ce qui a diminué la charge idéologique des conflits au profit d'une approche plus managériale ou pragmatique. Cette situation a conduit à ranger pendant longtemps la Belgique parmi les démocraties consociationnelles ou consociatives. Définition. Démocratie consociationnelle ou consociative. Ça gère les conflits par la négociation et par proportionnalité plutôt que par la majorité.
Lichvart a défini la démocratie consociative comme le gouvernement par un cartel d'élite dont la fonction est de transformer une démocratie à la culture fragmentée en démocratie stable. Par ailleurs, il distingue 4 conditions. La première, c'est le partage du pouvoir exécutif parmi les représentants des groupes, notamment à travers des grandes coalitions. Deuxième, un veto mutuel, au moins pour les questions importantes. Troisième, l'autonomie segmentale, fonctionnelle ou territoriale. Et la quatrième, la dernière, une représentation proportionnelle, tout d'abord sur le plan électoral, mais également pour d'autres fonctions politiques. Pour pouvoir parler de démocratie consociative, il faut qu'il y ait un style particulier de politique consensuelle consolidé par une architecture institutionnelle telle qu'elle assure la préservation des intérêts vitaux des segments composant ces sociétés. Ici aussi, le fédéralisme a joué un rôle en diminuant l'importance de la composante fédérale, nationale, des piliers qui se sont reproduits en bonne partie dans les entités fédérées. Quand ils n'étaient pas eux-mêmes freinés, ces mécanismes de frein ont provoqué des séquences de conflits et de pacification, qui ont donné lieu à un schéma de conflit de type sinusoïdal. Augmentation de l'intensité conflictuelle, suivie par une baisse de la tension, à son tour poursuivie par une remontée vers les conflits, et ainsi de suite. 1.5. Fédéralisme et système de partis. Si le fédéralisme a diminué l'efficacité de ces freins, il a aussi créé de nouveaux problèmes qui ont mis en cause plus directement l'équilibre belge. Il a tout d'abord conduit à la suppression des partis nationaux, tous s'étant divisés dans les années 1960 à 70 dans une sorte de parthénogenèse politique où ils se sont reproduits au niveau fédéré. La Belgique connaît dès lors 2 systèmes de partis et plus largement 2 sociétés politiques différentes qui ne se croisent qu'à Bruxelles-Capitale. 3 effets en ont résulté. Le premier, l'affaiblissement, recul progressif d'une classe politique nationale. Les dirigeants politiques construisent de plus en plus leur carrière autour de leur région, de leur communauté, et ne visent que leurs électeurs. Il y a peu de points de rencontre et de socialisation commune, hormis le Parlement et le gouvernement fédéral, ce qui a créé de multiples problèmes dans un système de négociation. Et surtout, ça a rendu plus difficile la formation de coalitions fédérales, puisque les acteurs ne sont plus responsables que devant leur communauté, et plus devant le pays, ce qui a favorisé les surenchères. Deuxième, le passage d'un système où la gestion des conflits entre flamands et francophones s'opérait d'abord à l'intérieur des partis traditionnels, unitaires à l'échelon belge, à un système où ces tensions se manifestent immédiatement entre partis, ce qui ne peut qu'accroître leur conflictualité. Et troisième, la fin à un mécanisme spécifique d'atténuation des conflits entre chrétiens et socialistes, les 2 principales familles politiques, qui relevaient de la protection du grand frère socialiste en Wallonie, où ce parti est dominant, vis-à-vis du petit frère socialiste en Flandre et du grand frère chrétien en Flandre, où ce parti était dominant, vis-à-vis du petit frère chrétien en Wallonie. Cette situation empêchait les partis dominants de chaque communauté de trop profiter du rapport des forces en leur faveur. 1.6. Obstacles et blocages récents en cours. Ces obstacles ont mis en danger le système consociationnel qui assurait la pacification de la Belgique. Incapables de trouver des solutions qui contentaient les 2 camps, les élites n'ont pu trouver de point d'entente pour permettre à un gouvernement fédéral de fonctionner, ce qui a conduit, premièrement, à une crise de plus de 500 jours, 2010-2011, et deuxièmement, la majorité des élites politiques flamandes a tenté de passer en force au Parlement pour assurer plus d'autonomie à la Flandre et ainsi garantir son unité territoriale en réclamant la scission de BHV. Un problème hautement sensible pour les francophones qui vivent dans la périphérie de Bruxelles, dans les communes dites à facilité, et ailleurs dans le Brabant flamand, et qui sont en tout plus de 100 000, avec les majorités nettes dans plusieurs communes. Les élections qui se sont déroulées dans cette ambiance ont vu éclore un nouveau parti en Flandre. La NVA qui est devenue le premier parti non seulement en Flandre mais aussi en Belgique. Si on s'en tient au programme des partis, cela signifie qu'une proportion significative des parlementaires flamands, ceux du VB et de la NVA essentiellement, est partisane d'une option indépendantiste. Et une majorité pour un fédéralisme renforcé, interprété comme une forme de confédéralisme du côté francophone. Cela ne correspond pourtant pas aux motivations de vote des électeurs flamands, qui ne comptent qu'une dizaine de pourcents, se réclamant de cette solution extrême. Face à cette nouvelle concurrence électorale, les partis traditionnels flamands ont choisi de tenter une fois encore de constituer une majorité fédérale viable avec les francophones, qui a tenté sous l'autorité d'un premier ministre francophone, Elio Di Rupo, de faire aboutir une réforme de l'État qui priverait la NVA,
en vue des élections de mai 2014, d'un de ses principaux arguments pour contester l'ordre établi, son impossibilité d'arriver encore à des accords solides entre les deux grandes communautés. Sur le plus long terme, cette évolution n'a cependant pas été linéaire. Des événements en ont ralenti le cours ou au contraire l'ont accéléré. Et parmi ceux-ci, on retrouve la tentative d'accord entre les Belges du pacte d'Egmont, dont l'échec a conduit à une longue crise et à d'autant plus de difficultés de trouver des accords par après. Le pacte d'Egmont, accord politique conclu en 1977 en vue d'une réforme de l'État, est jamais appliqué. Le gouvernement constitué au lendemain des élections d'avril 1977 avait à son programme la réforme des institutions. L'accord sur une réforme de l'État en plusieurs étapes, conclu en mai 1977 par des partis sociaux-chrétiens, CVP et PSC, socialistes, PSB, BSP, et communautaires, VU et FDF, tire son nom du lieu où il fut négocié, le palais d'Egmont. Ces dispositions prévoyaient notamment la création de 3 régions de même statut et l'octroi des mêmes droits aux francophones de la périphérie bruxelloise qu'aux flamands de la région bruxelloise. Le pacte d'Egmont donna naissance à un autre accord politique au début de 1978, l'accord de Stuyvenberg, dont les dispositions furent coulées en projet de loi. Ces projets rencontrèrent une vive opposition en Flandre, notamment au sein du CVP et de la Volksunie. Des partis flamands anti-Egmont se constituèrent, le Vlaams Volkspartij, VVP, et le Vlaams National Partij, VNP. Le premier ministre Leo Tindemans, CVP, démissionna en octobre 1978, suite au refus du Parlement de voter ces projets. Le pacte d'Egmont ne fut jamais mis en œuvre. La loi du 5 juillet 1979 créa des institutions communautaires et régionales provisoires, dont les exécutifs étaient constitués de membres du gouvernement national. La réforme des institutions de 1980, qui créa les organes législatifs et exécutifs des régions et des communautés, laissa de côté le sort de la région de Bruxelles-Capitale, dont les institutions régionales furent créées en 1989. L'affaire Dutroux est la célèbre marche blanche où se sont retrouvés flamands et francophones, mais l'impact politique direct de ceux-ci, en termes NS, a été négligeable sur le conflit communautaire. Il y a aussi la crise financière internationale, qui a commencé en 2002 et qui affecte avec un effet de retard les finances publiques et débouche sur la crise économique actuelle, 2009, 3 petits points. Crise qui a distrait en partie de l'agitation communautaire. Point 2. Clivage et parti en Belgique. 2.1. L'approche par les clivages. Depuis l'œuvre de Lipset et Roccan, auxquels se sont adjoints d'autres auteurs, s'est initiée une vulgate de la structure politique d'un État. Inspiré de Parsons, sociologue américain, premier auteur à développer une théorie des clivages dans une optique fonctionnaliste. Ces deux auteurs ont construit un modèle de société politique défini par les clivages qui la divisent, essentiellement leur nature et leur nombre. À cela, on peut ajouter l'apport des politologues et des sociologues du conflit qui se sont aussi sentis concernés par les rapports qu'ils entretiennent entre eux. L'approche par les clivages peut être considérée comme une métathéorie, en ce sens qu'elle se développe à la confluence de plusieurs disciplines et théories. Lipset et Roccan, s'inspirant et étoffant le travail de Parsons, vont populariser la théorie des clivages, qui est l'une des rares théories hypothético-déductives en politique comparée. Il se pose les questions suivantes. Quelle est la nature des clivages? Quel est leur nombre? Ce nombre varie-t-il d'un pays à l'autre? Et également, quel impact ces propriétés ont-elles sur le fonctionnement du système politique? Leur étude comparative, qui se limite aux pays de l'Europe de l'Ouest et aux démocraties libérales, vise à expliquer les conflits par les clivages. Ils construisent donc une taxinomie des clivages basée sur une analyse historique qui leur permet de conclure que les pays d'Europe occidentale ont connu 2 révolutions qui ont chacune entraîné la formation de 2 clivages. Ces révolutions se produisent lors de critical junctures, donc des phases transitoires critiques, dont est jalonnée l'histoire. Quant aux clivages, ils sont de 2 ordres. Le premier, ceux qui ont une dimension territoriale, résultant de l'unification plus ou moins bien réussie du territoire d'un État-nation. Et deuxièmement, ceux qui ont une dimension fonctionnelle, découlant des conflits matériels et idéologiques qui se sont déroulés sur son territoire. Point 1. La Révolution nationale correspond au passage de l'Ancien Régime à l'État-nation.
Sur le plan territorial, le clivage centre-périphérie se situe entre la culture centrale propre à la nation et celle des populations qui lui résistent, se distinguant par l'ethnie, la langue ou la religion dans les provinces et les périphéries. Belgique, France, Espagne, Finlande, Eire, Royaume-Uni. Sur le plan fonctionnel, le clivage Église-État qui oppose l'Église et l'État, entre l'État-nation centralisateur, standardiseur et mobilisateur et les privilèges historiquement établis de l'Église. Ce clivage reste important même si les structures religieuses ont moins d'impact aujourd'hui. Pour la France, à la suite de la Révolution, les ecclésiastiques sont exterminés, les bâtiments cléricaux détruits ou réaffectés. Une instauration de force d'un cadre républicain. Pour l'Italie, situation similaire à celle de la France, mais en moins sanglante, moins agressive. Pour les Royaumes-Unis et la Scandinavie, une intégration de la religion à l'État, par exemple l'anglicanisme. Pour les Pays-Bas, la province de Brabant est très différente du reste du pays, catholique et culturellement en décalage avec le reste de la Hollande, qui est protestante pour part et laïque pour une autre part. L'État s'érige en façonneur des esprits. Point 2. La révolution industrielle. Sur le plan territorial, le clivage industriel-rural, qui sépare le rural et l'industriel, existe entre les intérêts liés à la terre et ceux de la classe émergente des entrepreneurs industriels. France, Allemagne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie. Sur le plan fonctionnel, le clivage possédant-travailleur, qui se manifeste entre propriétaires et employeurs d'un côté, locataires, manœuvres et travailleurs de l'autre. Aujourd'hui, la distinction gauche-droite se limite presque exclusivement à ce clivage qui est présent quasiment partout, sauf Monaco, Andorre et dans le Liechtenstein. Bartolini définit la connotation théorique du concept de clivage comme se référant à la combinaison d'orientation selon des intérêts ancrés dans la structure sociale, d'orientation culturelle idéologique qui sont enracinés dans le système normatif et de modèles de comportement exprimés dans l'appartenance à une organisation et repérables dans l'action. Point 3. La révolution internationale. À ces clivages, Lipset et Rokane sont tentés d'ajouter une troisième révolution, la révolution internationale, qui est issue de la révolution bolchevique, introduisant dans le pôle travailleur un clivage entre socialistes et communistes. Un clivage résulte d'une opposition d'intérêt durable entre deux segments de la population, qui, si cette opposition se traduit en un conflit ouvert, risque de conduire le régime politique vers une crise grave, ce qui découle du fait que, dans la théorie parsonienne, ces oppositions renvoient aux fonctions essentielles permettant à la société de fonctionner. Un clivage est donc un phénomène structurel par rapport à un conflit qui est conjoncturel, même s'il est répétitif. Cela n'empêche que le potentiel conflictuel d'un clivage, c'est-à-dire sa capacité de produire des conflits, peut changer avec le temps. L'on révélera également que Lipset et Rokane associent étroitement clivage et institutionnalisation. Pour eux, les grandes familles partisanes se développent sur la base des clivages fondateurs, et ces clivages ne prennent leur forme la plus achevée que quand ils sont institutionnalisés en partie, et souvent de manière complémentaire dans des organisations diverses, souvent plus ou moins liées au parti. Point 4. Limite de l'œuvre de Lipset et Rokane. Point 1. Flou dans la définition de la notion de clivage, définition ouverte ou plus restrictive. Dans ce cours, on opte pour la définition restrictive. Point 2. Oppositions qui sont exprimées de manière binaire, ce qui a l'avantage de la clarté, mais risque d'entraîner des difficultés quant au positionnement de certains partis, qui agrègent une pluralité de groupes sociaux, partis populistes ou partis chrétiens. Point 3. La chronologie de l'apparition des révolutions et des clivages fondateurs, Critical Junctures, que les deux auteurs proposent, est dans le cas de certains pays assez approximative et indique leur connaissance assez inégale, plus ou moins en profondeur, des différents pays. Point A. Ça vient d'abord dès le XVIe et le XVIIe siècle avec la réforme et la contre-réforme, le clivage centre-périphérie. Point B. Puis après la Révolution française, le clivage Église-État. Point C. Ensuite le clivage rural-industriel à partir du début de la révolution industrielle, au XIXe siècle. Point D. Enfin, au XXe siècle, après la révolution russe, le clivage possédant-travailleur. Point 4. Plus généralement, il nous énonce une sorte de loi sociologique. Les révolutions commencent par susciter des clivages au niveau territorial et puis au niveau fonctionnel.
On peut donc penser que de nouveaux clivages liés à une révolution existante peuvent se dérouler sur les deux niveaux ou sur un seul des deux. Point 5. Leur vision est très occidentalo-centrée. Par exemple, comment exporter la notion d'église au Japon ? Le rapport au religieux avec le shintoïsme est très différent en termes d'implication sociale et politique. Les formes organisationnelles du religieux sont aussi très différentes. 2.2. L'évolution du système des clivages. Point 1. Freezing Hypothesis. L'héritage de S.M. Lipset et S. Rokan comprend aussi une hypothèse forte sur le devenir de ce système de clivage. Il s'agit du fameux gel des alternatives partisanes. Freezing of the Major Party Alternatives. Définition. Gel des alternatives partisanes. Ça équivaut à fixer les systèmes de partis en termes de clivage à leur position au moment de l'accession des masses au suffrage universel. C'est du moins ce que concluent Lipset et Rokan dans les années 60. Le système de partis des années 60 reflète avec peu d'exceptions cependant significatives la structure des clivages des années 20. L'explication est que les partis maintiennent leur modèle génétique. Pane bianco. À nouveau, la thèse est trop simpliste ou trop radicale. Point 2. Le modèle de Lipset et Rokan est-il applicable aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, il faut se demander si dans l'état observé, point 1, les clivages partisans décrits par Lipset et Rokan ont persisté, ce qui suppose un retour à la fin du 19e, début du 20e siècle. Point 2, s'il y a une apparition éventuelle de nouveaux clivages au sens des auteurs. Point 3, s'il y a une désactivation de clivage historique. Et point 4, s'il y a une redéfinition de clivage existant. Selon Ryu, il n'y a pas eu de gel de clivage. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le modèle de Lipset et Rokan est un modèle comparatif, d'où également une série de simplifications de Lipset et Rokan. Il ne se retrouve donc pas tel quel dans tous les cas, les 4 clivages ne sont pas nécessairement toujours présents, activés, et ou ne sont pas nécessairement couverts par les partis sur chacun des pôles. Les clivages peuvent aussi s'exprimer par des groupes organisés, non encore partisans. Par ailleurs, lorsque le modèle est appliqué à un cas particulier, il faut tenir compte de la pluralité des positions des partis sur les clivages. Un parti peut se positionner sur plusieurs clivages, il faudrait dès lors distinguer les partis spécifiques à des clivages. En anglais, cleavage specific, c'est-à-dire qui trouvent leur origine sur le pôle d'un clivage, comme c'est le cas des partis socialistes sur le clivage possédant/travailleur, et les partis occupant des pôles d'un clivage sans en être issus, comme ces mêmes partis sur le pôle État du clivage Église-État, dans les pays où un parti chrétien s'est développé. En ce sens, on pourrait distinguer les positions originelles des partis quand elles concernent le clivage qui leur a donné naissance, mais aussi les positions stratégiques de ces partis quand elles s'établissent sur d'autres clivages. Plus un parti est puissant, plus il aura tendance à occuper de l'espace dans le système de clivage. De toute façon, les partis ne peuvent pas éviter de prendre des positions sur d'autres clivages que leur clivage d'origine, quand il s'agit d'éviter des divisions en leur sein causées par des autres clivages. Cette situation peut aboutir à des cas de reconversion partisane, Martin, quand le lien avec la position originelle est complètement rompu. Cette pluralité des positions a des effets sur les conflits. Premièrement, elle peut les freiner par des alliances avec d'autres partis sur les mêmes pôles, entrecroisement des clivages, ça contribue au gel des clivages. Et deuxièmement, où elle peut les accélérer si elle multiplie les sources d'opposition entre les mêmes partis. Exemple, en Irlande du Nord par exemple, le clivage possédant-travailleur, gauche-droite, était renforcé par le clivage religieux, protestant-catholique. Les protestants étant les plus riches, cette situation pourrait également correspondre au conflit Hutus-Tutsi dans les Grands Lacs. 2.3. L'entrecroisement des clivages. Les relations entre clivages sont primordiales pour expliquer l'intensité des conflits dans une société. C'est la théorie du cross-cutting cleavages. Définition. Cross-cutting cleavages. C'est la conflictualité des clivages qui dépend des relations entre les clivages plus que du nombre de clivages. Plus les clivages sont entrecroisés, plus ils se neutralisent et moins ils sont exacerbés. Ici, la notion de clivage est plus large que chez Lipset et Rokan, et s'applique à toute segmentation sociale, y compris au clivage rokanien. Point 1. Schéma. 2 clivages en état de cross-cutting. Ici, il y a des schémas à la page 11. Si vous voulez, vous pouvez aller les consulter pour mieux comprendre le texte qui suit. Le schéma 2 clivages en état de cross-cutting illustre le cas de 2 clivages qui s'entrecroisent entièrement et le schéma 2 clivages corrélés en partie. 2 clivages qui se corrèlent entre eux à un certain degré.
Deux clivages qui se recouvraient entièrement seraient alors représentés par une seule droite, avec un potentiel conflictuel le plus élevé et le moins pacifiable. Point 2. Schéma, deux clivages corrélés en partie. Cette analyse complète donc celle de Lipset et Rokane, en faisant intervenir une mesure de l'intensité des conflits liés au clivage. Elle est toutefois très difficile à mesurer. C'est en observant le déroulement des crises que l'on peut se rendre compte de la situation.